Revivez la deuxième saison du cycle Algérie-France, la voie des objets. Ce cycle de rencontres interroge les relations qu'entretiennent depuis près de 2 siècles la France et l'Algérie, mais aussi leurs échos dans la vie actuelle de chacun des 2 pays. Cette saison 2 s'intéresse aux conséquences de l'histoire franco-algérienne sous l'angle des migrations et des exils qu'elle a provoqués. Il y sera question des Juifs d'Algérie, des Berbères kabyles, ainsi que des supplétifs, mieux connus sous le terme de harkis. Algérie-France, la voie des objets, vous est proposée par le MUCEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Les Juifs d'Algérie, du décret Crémieux à l'exil. En 1870, le ministre de la Justice, Adolphe Crémieux, publie une série de décrets dont le plus fameux permet la naturalisation des Israélites indigènes d'Algérie. Cette mesure exceptionnelle, qui provoque des réactions antisémites en Algérie et en France, déclare citoyens français plus de 35 000 personnes juives arabophones, mais les distingue dans le même temps des musulmans, demeurés quant à eux indigènes. Cette séparation initie une autre histoire. En 1962, la plupart de ceux qu'on appelait Juifs d'Algérie s'exilent en France. Une discussion avec l'historienne Annie Cohen-Solal et l'auteur, illustrateur et réalisateur Johann Sfar. Modérée par Florence Udovitz, conservatrice, et Toufik Hakem, journaliste, producteur à France Culture. Bonjour, merci d'être venus nombreux à cette rencontre autour de la mémoire des Juifs d'Algérie, les Juifs d'Algérie du décret Crémieux à l'exil, c'est l'intitulé donc de cette rencontre, et de la première rencontre entre Annie Cohen-Solal, l'historienne, et l'auteur Johann Sfar, l'auteur entre autres, on va beaucoup parler du chat du rabbin. Mais avant de leur laisser la parole, je voudrais d'abord laisser Florence Udovitz, conservatrice au musée Fabre de Montpellier, de restituer ce débat dans le cadre de ces rencontres autour de l'histoire de la France et de l'Algérie. À vous, Florence. Merci Toufik, merci à vous de nous suivre si nombreux durant ce cycle. Très simplement, il s'agit dans ces rencontres et dans ces soirées de faire comme une mini-exposition en une seule soirée afin que les objets prennent la place et peut-être la voix de cette histoire que nous avons tant de mal encore en France et aussi en Algérie, je crois, à restituer. Et comme en tant que musée, nous conservons des objets de toutes sortes, mais des objets aussi qui concernent cette histoire, eh bien c'est la raison pour laquelle nous avons imaginé montrer dans cette vitrine quelques objets représentatifs, nous n'en avons pas forcément non plus, pour ensuite montrer d'une part comment ils peuvent rappeler le contexte dans lequel ils ont été produits, voir si véritablement il est intéressant d'organiser leur patrimonialisation et voir l'intérêt de ces objets pour raconter une telle histoire et l'étudier ensemble, y réfléchir ensemble. Et enfin, une prise de parole par mes invités, nos invités et mes voisins tout proches. Je crois que nous sommes vraiment très très heureux de les accueillir ce soir pour très simplement, à travers leurs mots, leur justesse, leur vérité, restituer toute la sensibilité que l'on peut donner à cette histoire, l'incarner et la vivre ensemble dans ce moment privilégié au MUCEM. Donc je vais laisser la parole à nouveau à Toufik et bien sûr à nos invités. Alors, Johann Sfar, vous connaissez bien sûr le chat du rabbin. Et le chat du rabbin parle de cette histoire particulière des Juifs d'Algérie. Enfin, je dis des Juifs d'Algérie, mais plutôt d'une Algérie où il y avait encore des Juifs qui vivaient avec des musulmans dans des quartiers populaires, le quartier de la Casbah. Mais vous vous demandez pourquoi Annie Cohen-Solal, juste à côté de moi, qui est historienne, qui est plutôt la spécialiste de Jean-Paul Sartre, la première biographie de Sartre, on la doit bien sûr à Annie Cohen-Solal en 85, biographie qui a eu un succès mondial. Vous avez aussi écrit sur Paul Nizan, vous avez écrit sur la peinture, sur Rothko. On attend pour l'année prochaine, je crois, votre livre sur Picasso. Vous avez aussi écrit sur le marchand d'art Léo Castelli. Mais vous n'avez jamais parlé de cette histoire-là. Et pourtant, la différence qu'il y a entre vous et Johann Sfar, c'est que vous êtes né en Algérie, Annie Cohen-Solal. Alors,
cette question, quand je vous ai posé la première fois, quand on a pensé à vous, d'abord, il faut que je vous dise qu'on a pensé à Annie Cohen-Solal en passant des coups de téléphone en Algérie, en leur disant, par exemple, pour vous, et puis tout le monde nous a dit, mais cette culture-là, il y a une personne qui sait en parler, c'est Annie Cohen-Solal. Et chaque fois, je me posais la question, mais enfin, on la connaît, mais j'ai jamais lu de livre d'Annie Cohen-Solal parlant d'Algérie. Et vous m'avez répondu tout de suite, mais dans tous mes livres, je ne parle que de ça. Et je vous ai reposé la question dans les livres sur Jean-Paul Sartre, sur la peinture, sur Nizan, sur Rothko, et vous m'avez dit exactement. Alors je me suis dit, mince, si je sais lire les bandes dessinées de Johannes Farr, peut-être que je ne sais pas lire les essais. Annie Cohen-Solal, pour commencer, alors cette histoire. Alors, ce qui est très très beau, c'est ce paradoxe qu'on incarne tous les deux. Quelqu'un qui naît, vous naissez en 75, c'est ça ? 71 et à Nice, et je peux même dire à ta place, Johanne, qui n'est jamais encore allé en Algérie. Voilà, donc qui ne met pas les pieds en Algérie et dont toute l'œuvre traite de cette histoire, mais comme si on y était. Rabbin, ouais. On y était, le chat du rabbin, oui. Et moi qui y suis née, dont les parents y sont nés, qui l'ai quitté quand j'avais 13 ans, en 62, et qui apparemment n'en parle jamais. Mais en fait, toute ma recherche, tous mes livres sont pétris de cette obsession de l'Algérie. Et je vais prendre dans mon sac un objet que je vais vous montrer, qui va vous dire un tout petit peu ce que représente l'Algérie pour moi. C'est un morceau d'ambre. Pour moi, l'Algérie, c'est ça. Un morceau d'ambre, voilà, avec à l'intérieur des objets qui n'ont pas bougé depuis des milliers d'années. Donc, la spécificité des Juifs d'Algérie, à mon avis, mais je vais être brève pour commencer, hein. La spécificité des Juifs d'Algérie, de cette histoire, c'est que c'est une histoire très exceptionnelle, parce qu'on était pris entre deux mondes, hein, le monde indigène et le monde colonial. Et il y a juste une petite chose, à mon avis, Florence, que vous avez omis de dire, et je pense que c'est important dans votre historique. Vous avez parlé du décret Crémieux de 1870, et évidemment, toute notre histoire, c'est l'histoire de l'abrogation du décret Crémieux, plutôt que celle du décret Crémieux en 40. Hein. C'est-à-dire comment la souffrance que c'était de perdre la naturalisation française, de retomber en tant qu'indigène. Bon. Mais la chose que vous avez omis de dire, je pense que c'est capital, c'est le code de l'indigénat. Juste après le décret Crémieux, qui sort ces 30 000 juifs de leur condition d'indigène, un an plus tard, cette mesure monstrueuse qu'est le code de l'indigénat qui arrache aux populations indigènes leurs terres pour les donner aux colons. Et donc, cette population d'indigènes qui était totalement soudée, vous avez redit les mots de métissage, d'intrication, etc., se retrouve en opposition, on organise leur conflit. Et donc, évidemment, les émeutes de Constantine, mais c'est organisé par le pouvoir colonial. C'est instrumentalisé, oui, tout à fait. C'est ça. Oui. Donc, c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, et moi, évidemment, je n'ai rien su de tout ça. Quand on a quitté Alger, donc on est passé par Marseille, donc chaque fois que je reviens ici, je pense, on est parti le 6 juin 1962, et mon père était médecin, et sur le bateau, il a dit une chose. Les larmes coulaient sous ses lunettes de soleil. C'est un homme qui n'avait jamais pleuré. Et il a dit une seule chose. Il a dit « L'Algérie, c'est fini, on n'en parlera plus ». Donc il y a eu, dans ma famille particulièrement, une injonction au silence. Donc on a dit « fini ». Donc c'était un choix de mon père de ne pas... Alors aujourd'hui, j'y pense tout le temps parce que je suis très impliquée dans la crise migratoire. Je déteste le mot « migrant » et je détestais le mot « rapatrié ». Mais surtout en ce qui concerne les Juifs d'Algérie, rapatriés pour les Juifs d'Algérie. Ah oui, c'est complètement fou. C'est complètement. Donc en fait, on a vécu dans ce couloir très étroit, de ce territoire très étroit, sur le plan historique, linguistique, géographique, entre des indigènes qui étaient nous, enfin, dont on venait, c'était comme nous, et puis une population française coloniale qui était en grande partie antisémite, avec laquelle on était censé s'identifier. Mais moi, je crois que j'étais anthropologue à l'âge de 4 ans. Et je savais que mon père, je voyais la tête de mon père, il ressemblait à Yasser Arafat. Bon, je connaissais pas Yasser Arafat encore, mais il avait vraiment cette tête. Il parlait parfaitement l'arabe, il négociait avec eux.
Et je comprenais pas pourquoi mon roi c'était Louis XIV. Je déteste Louis XIV. Je me suis engueulée avec des gens la semaine dernière parce que je dis je déteste Versailles. Je veux dire, comment voulez-vous qu'on fasse en plus la carte de la France avec le mont Gerbier de Jonc alors que le fleuve qu'on voit c'est l'Arrache, c'est le Djurdjura. Je veux dire, cette culture de coloniser, c'est une horreur. Et ce que je veux rajouter avant de terminer, c'est que je me suis toujours très mal sentie en France par rapport à mon algérianité. C'est quelque chose que je n'ai jamais pu exprimer en France. Et il a fallu que je voyage, donc je suis quelqu'un qui j'ai erré, j'ai pas vécu plus de 7 ans dans la même ville. Et donc j'ai vécu dans un kibbutz, j'ai vécu à Berlin, j'ai vécu à Jérusalem, j'ai vécu à New York, j'ai vécu en Toscane, j'ai appris 8 langues, j'ai appris l'arabe, l'hébreu, enfin beaucoup de langues. Et en fait, c'est aux États-Unis, où donc après le livre sur Sartre, le président Mitterrand m'a envoyé comme conseiller culturel, que j'ai pu libérer mon algérianité en m'identifiant avec les African American women, avec les femmes noires américaines, parce qu'elles ont un double stigmate. Et donc c'est là, je me souviens, j'ai fait une conférence là-bas, que j'ai pu devenir écrivain algérien. Et c'est là que j'ai, par exemple, fait une conférence, un séminaire sur les cultures d'Afrique du Nord. Et j'ai invité à mon séminaire Jacques Derrida, qui est mon oncle. Et il y avait Jean Daniel, qui était de passage à New York. Je lui ai dit, mais venez donc à mon séminaire, il y aura Jacques Derrida, vous le connaissez. Et Jean Daniel me dit, j'ai jamais parlé de l'Algérie avec Jacques Derrida. Donc c'était en 1995, c'était un jour de Yom Kippour, c'était le 50e anniversaire de la création des Nations Unies, et c'était un jour où il y avait le pape à New York, donc on ne pouvait pas bouger à New York, donc c'était un jour historique. Et à mon séminaire, pour la première fois, Jacques Derrida et Jean Daniel, qui étaient nés à quelques mètres de distance à Blida, ont pu se parler de l'Algérie. Donc pour dire qu'il y a une censure en France par rapport à ce phénomène. Et donc chez moi... Mais que vous avez intégré, Annie Cohen-Solal. Non, parce que j'en ai parlé. Et en fait, je crois que ce qui a motivé toutes mes recherches et toute ma trajectoire d'historienne et d'écrivain, c'est l'exil, c'est cet exil. Et je vous disais que dans le livre sur Sartre, je ne travaille que sur des exilés, je ne travaille que sur des déplacés. Et c'est pour ça que je me suis intéressée au monde de l'art, parce que tout artiste visuel se déplace. En général, on ne trouve pas à l'endroit où on est né le maître, le professeur ou le musée. Donc, on doit se déplacer. Donc, le livre sur les peintres américains, c'est la migration des peintres américains à Paris, parce que c'est à Paris que ça se passait, et le retour aux États-Unis. Léo Castelli, c'est un marchand qui est né à Trieste, juif de Trieste, qui ont émigré un peu partout, puis aux États-Unis. Marc Roscoe, émigré de Russie. Et c'est les effets de l'exil sur la création. Et Picasso, c'était donc l'étranger par excellence, l'étranger en France, maltraité par la France. Et ce qui m'intéresse, ce sont les stratégies que les exilés trouvent dans un pays dans lequel les institutions, la plupart du temps, les rejettent. Donc, page 613 de mon livre sur Sartre, voilà, il y a une page où c'est une autobiographie. Formide, impec, sans sas. Comme tous les petits écoliers français, les enfants en tablier clair des écoles d'Algérie s'amusaient à utiliser ce nouveau trésor lexical des années 50, ces nouvelles clés emphatiques qui leur permettaient d'en rajouter sur les chansons à la mode ou sur l'apparition du premier Spoutnik. Alors que Jean Nohain cravachait tambour battant ses foules, la France ressentait les premières douleurs de cet accouchement à l'envers qui allait la mettre à feu et à sang 8 années durant. Car cette guerre d'Algérie, dont Sartre expliquait en 1957 qu'elle allait coincer le pays dans un piège abominable, était effectivement en train de gangréner tout le pays. De Dunkerque à Tamanrasset s'effondrait inéluctablement cet édifice colonial qui avait pourtant semblé de très loin prospère, solide et inaltérable, car peu importait à Paris, semblait-il, qu'on enseignât dans les écoles d'Elbillard, de Wargla ou de Tlemcen, à tous ces petits-enfants d'origine confondue, que leur pays possédait au centre un grand massif graniteux qui s'appelait le Massif central, etc., etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est mon... Et puis la reine Kahina aussi. La Kahina, on va en parler. John Sfar, le premier tome du Chat du rabbin est paru en 2002, et quand je vous ai posé la question, mais pourquoi raconter cette histoire, vous qui êtes né à Nice, je me doutais que vos parents étaient originaires d'Algérie, vous m'avez fait une drôle de réponse. Vous m'avez dit, je viens d'avoir une fille et je voulais qu'elle connaisse son histoire, et donc j'ai fait parler non pas mon père, mais ma grand-mère. Est-ce qu'il y avait un silence du côté des parents, et est-ce qu'il fallait remonter jusqu'à la grand-mère? Non, bonsoir. J'ai pas grandi dans une famille très silencieuse. Mon père est né en Algérie, ma maman venait d'Ukraine.
Oui, il y a quelque chose qui rend la trajectoire un tout petit peu différente, c'est la date où mon père est parti d'Algérie. Mon père est né en 1933 à Sétif, ce qu'il a mis aux premières loges pour assister aux émeutes de Sétif et à leurs conséquences. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais bon voilà. Quand il était petit, il a vu les bateaux de l'armée française qui mitraillaient le village arabe, il a vu les bombes tomber dedans, et il dit « les bombes tombaient tellement toute la nuit qu'on n'arrivait pas à dormir ». Là-dessus, ce petit garçon orphelin de père avec 5 frères et sœurs qui avait vraiment pas beaucoup d'argent, il lui arrivait une tragédie quand il était petit, lui petit juif, c'est qu'un arabe a été accusé d'un crime que manifestement il n'avait pas commis, et la tragédie c'est que l'avocat a sauvé cet arabe de la pendaison. Donc pendant un instant, et ça a déterminé toute son existence, mon père a cru que la justice ça allait marcher. Du coup il a fait des études de droit. Vous le savez peut-être pas, mais en Algérie, il y avait 2 parlements. Il y avait un parlement pour les gens normaux, et il y avait un parlement pour les gens du pays qui n'étaient pas citoyens de leur propre pays. Alors ils avaient un parlement pour rigoler, où ils votaient, ça n'avait absolument aucune conséquence. Et à un moment, le gouvernement de la métropole, voyant que ça va quand même donner des revendications, se met à se dire on va donner aux indigènes les mêmes droits qu'aux autres populations, puisqu'après tout, on leur répète qu'ils sont français, on va finir par leur donner un droit de vote qui ressemble à quelque chose. Et là-dessus, l'extrême droite, qui allait devenir l'OS mais qui ne l'était pas encore, a décrété une grève générale. Et les seuls qui ont continué à vouloir étudier, c'était des musulmans et c'était mon papa. Parce que c'était ses camarades et parce qu'il était... Mon père a jamais été FLN, mais quand il y avait Ferhat Abbas, il lui semblait que c'était logique tout ça. Et il s'est fait attraper par l'extrême droite qui lui ont défoncé le dos et il est resté 3 semaines à l'hôpital, à la suite de quoi le préfet de police d'Alger a attrapé mon papa et lui a dit « Sfar, je vous envoie en métropole avec toute votre famille parce qu'ils vont vous tuer ». Et mon père a répondu « Excusez-moi, c'est votre responsabilité d'assurer ma sécurité, donc je vais passer mon examen ». Et il a passé son examen de droit entre 2 gendarmes et après on l'a exfiltré vers Nice. Donc, ma famille paternelle est arrivée à Nice en 1957, c'est-à-dire avant ce qu'on appelait pudiquement les événements. Et ça lui a permis de devenir stagiaire dans un grand cabinet d'avocats et d'avoir un métier. Les gens qui allaient partir d'Algérie quelques années après n'auraient pas cette chance parce qu'il y aurait une arrivée massive. Il y a toujours un nom désagréable pour les appeler. C'est les rapatriés, c'est les migrants, c'est tout ce qu'on veut. Enfin, de toute façon, le bus est toujours plein, il n'y a jamais de place pour eux. Dans ce contexte-là, j'ai grandi avec une mamie qui racontait 50 000 histoires. Plus ça se passait il y a longtemps, plus il y avait du cul, plus c'était récent, plus c'était respectueux. Sa langue maternelle, elle prétendait, c'était l'espagnol. Ceci dit, elle le parlait très bien. Elle a réussi le prodige entre le jour où je l'ai connue et l'âge de 96 ans où elle est décédée à me faire croire qu'elle parlait pas arabe. À chaque fois qu'un juif apparaissait à la télé, elle était très embêtée. Elle pensait qu'il allait nous attirer des soucis. Et je certifie que ma grand-mère, née à Sidi Bel Abbès, grandie à Sétif, à Oran, ensuite à Constantine, ensuite à Alger, n'a jamais mis un pied au soleil de peur de bronzer. Et je crois que dans la petite bonnetterie qu'elle tenait à Sétif, elle avait la certitude d'être une grande dame parisienne. En tout cas, donc, j'ai pas du tout grandi dans la détestation de la France ou de la métropole. Loin de là. Je viens d'une famille qui a grandi à la méritocratie républicaine. Mon père est vraiment parti de rien. À Nice, il est devenu avocat des putes. Il a fini avocat des banques, puis adjoint de Jacques Médecin. C'est un parcours. Ça prouve que l'ascenseur social peut fonctionner. Médecin l'a appelé en lui disant Jacques, en lui disant André, on se dispute depuis 40 ans, viens dans mon conseil municipal parce que tous ensemble on va lutter contre Jean-Marie Le Pen. Alors mon père y est allé et 2 ans après, Médecin a reçu Jean-Marie Le Pen à l'hôtel de ville et lui a donné une médaille. Alors mon père est parti. Et comme je suis pas rancunier, j'écris aujourd'hui des romans sur Jacques Médecin. Dans ce contexte-là, quand j'étais petit, j'étais pas très fier de mes origines maghrébines, que j'appelais pas comme ça. Mes petits copains musulmans qui s'en foutaient d'être musulmans largement autant que moi je m'en foutais d'être juif, se cachaient un petit peu quand la grand-mère ou la maman venait les chercher à la sortie de l'école. Et je dois dire que quand j'ai commencé à faire des bandes dessinées, j'étais beaucoup plus heureux de ma famille maternelle ashkénaze. D'abord, ils avaient eu le bon goût pour la plupart de disparaître, donc j'avais une histoire tragique à transmettre. J'ai l'air de rigoler, mais la raison pour laquelle le judaïsme séfarade est dans les limbes actuellement, c'est qu'on en perd l'histoire parce que c'est une histoire qui ennuie tout le monde. Lorsque j'interviens en milieu scolaire, vous seriez surpris par le nombre de petits juifs qui pensent qu'ils viennent directement de Jérusalem, le nombre de petits maghrébins qui pensent qu'ils sont arabes, la grosse erreur, qui sont certains qui viennent directement de je ne sais quel pays du Golfe. Quand je leur rappelle le Maghreb, ça les met tous très mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Et ce judaïsme maghrébin, il embête tout le monde.
parce que les Maghrébins n'aiment pas se souvenir qu'il y a eu beaucoup de juifs arabophones chez eux, parce que le projet israélien implique qu'au bout d'un moment on ne voit qu'une tête, ou enfin on défend une diversité mais on veut la centrer là-bas. Et malheureusement, les gens qui ont pris la parole sur l'Algérie, c'est ma génération, c'est des gens qui ont parfois 10 ans de plus que moi, mais ma grand-mère, on l'a pas entendue. On l'a pas entendu raconter sa petite histoire de ce que c'était que sa vie, ou peut-être grâce aux écoles de l'Alliance israélite, on avait appris le français, peut-être grâce à ce décret Crémieux qui avait fait tellement peur parce qu'on avait dit ils vont nous voler nos traditions, ils vont nous... Enfin, grâce à ça, il y a eu des juifs, certainement pas maîtres du monde, mais enfin postiers, mais enfin instituteurs, mais enfin tout ça. Je veux pas, pardonnez-moi, c'est peut-être notre seul petit point de désaccord, je veux pas faire croire que la machine coloniale a été la seule à faire naître un sentiment anti-juif dans les populations du Maghreb. C'est tout à fait faux. Les juifs, tant qu'ils n'avaient pas de pays, étaient à la merci du pays où ils vivaient, partout à travers le monde. Ils sont devenus bigots en Europe de l'Est parce que les Allemands étaient bigots. Ils ont mis le voile dans le Maghreb parce que s'ils ne l'avaient pas, leurs femmes se faisaient violer. Ils ont fait ce qu'il fallait faire dans le pays où ils étaient pour passer inaperçus. Et dans le monde musulman, à travers 1000 ans d'Empire ottoman, ils ont payé l'impôt que payaient les dhimmis. Donc, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres en Algérie ? C'est que ces juifs qui étaient des inférieurs, parce que c'est comme ça qu'on dit, sont devenus du jour au lendemain non pas des maîtres, mais enfin des instituteurs, des postiers, alors que la population algérienne était humiliée dans son propre pays. Donc que le décret Crémieux ait mis le feu aux poudres, c'est une certitude. Que les anti-juifs catholiques blancs aient trouvé en Algérie un terreau formidable. On oublie que l'anisette qui se vendait le plus à Alger en 1900 s'appelait l'anti-juif. C'est tout à fait vrai. Et on peut parler aussi... Les maires d'Alger, voilà. La plupart des maires d'Alger. Et Oran et l'abbé Lambert et tout ce qu'on voudra. Oui. Mais pour mettre le feu à quelque chose, il faut que le matériau soit assez inflammable. Oui, mais Johan, le code de l'indigénat. Bien sûr. Alors bien avant ça, et moi malheureusement mon sujet c'est beaucoup ça. Bien avant ça, il y a ces monothéismes qu'on adore, qui nous font beaucoup de bien. Mais le problème des intégristes, c'est que quand ils cherchent dans les textes sacrés, ils trouvent des versets qui les aident. Je ne vais pas les citer, c'est pas mon métier, mais on sait chacun d'entre nous que dans l'éducation religieuse qu'on reçoit, il y a toujours un moment où, avec la meilleure volonté du monde, on nous dit du mal de celui d'à côté. Et j'en veux pour preuve que le prochain chat du rabbin, qui risque de faire grincer un peu des dents, va parler des conversions d'une religion à l'autre. Parce que le Mussem et moi, on a la même maladie. Dès qu'on arrive, avant même qu'on arrive, on nous insulte de gauche bien pensante, de bonne conscience, de tout ça, parce qu'on ose encore parler du vivre ensemble, et il paraît que ça marche pas. Il y a quand même une raison pour laquelle ça marche pas, c'est que quand deux jeunes gens, par exemple un juif et une musulmane, ou un chrétien et une juive veulent se marier, le curé, l'imam ou le rabbin, il va dire il faut en convertir un des deux. Mon sentiment, c'est tant qu'on en sera là, on n'aura même pas besoin de la puissance coloniale ou de je ne sais quel truc pour se taper sur la figure. On a réussi à faire un téléphone rouge entre les Américains et les Russes. Il y a un moment, je ne sais pas pourquoi, quand on a dû faire la promotion du chat du rabbin, quand on a fait le dessin animé, moi je ne suis pas très bon en slogan, alors j'avais fait venir Frédéric Becbédé et on a commencé à écrire des slogans. Malheureusement, on n'a pu en sortir aucun. On n'a pu en sortir aucun. J'en avais prévu un avec trois images. J'avais dit lequel de ces trois prophètes a la barbe la plus longue. Non, ça tu peux pas. Ah, d'accord. Un film zoophile tout public. Non, ça tu peux pas. Donc, et bon, alors je me souviens plus de la question. La question, c'est-à-dire avant que l'actualité, John Sfar, avant que l'actualité prenne le dessus sur la mémoire, parce que on voit bien que dans les derniers albums du chat du rabbin, vous parlez surtout de l'actualité. Ce premier album, là, Bar Mitzvah 2002, cette envie de transmission d'une histoire que vous a racontée ou que votre grand-mère a incarnée et qui s'est imposée à vous quand vous êtes devenu papa, hein, c'est ce que vous me disiez pour l'album. Comment ça s'est concrétisé? Quelle mémoire? Est-ce que c'est parce qu'on va voir que dans les dessins de John Sfar, quand il va représenter Alger, c'est quand même beaucoup d'imaginaire. Hein. Oui, alors là, c'est pourquoi votre exposition sur les objets tombe vraiment à pic, parce que un dessinateur c'est concret, et quand j'écris finalement. J'écris un conte du shtetl, mais j'en ai fait un conte de la Casbah. Je l'ai mis en Algérie parce que je n'allais pas venir derrière le violon sur le toit, c'était déjà connu. Bon, comment je vais dessiner ça? Je vais dessiner des juifs qui ont l'air arabes, mais toutes les images que je vois de cette époque-là, c'est de l'imagerie coloniale. Et alors très consciemment, j'ai utilisé l'imagerie coloniale, c'est-à-dire la belle femme brune pleine de bijoux, la tribu Ouled Naïl où les femmes étaient plus riches que les hommes parce que forcément les riches blancs les payaient. Bon, y a une photo extraordinaire sur le féminisme des Ouled Naïl. On en voit une qui fume et qui crache la fumée dans le visage du mari qui se tient comme ça. Bon, je suis parti de ça.
les femmes d'Alger de Delacroix, c'est des juives, parce que les autres ne voulaient pas poser pour lui. Bon. Donc je suis parti de ça, j'ai pris l'imagerie coloniale et j'ai raconté les souvenirs un peu de ma grand-mère. Et vous avez raison, les objets, je suis allé les chercher un peu partout, mais même là, j'ai mis des gens en colère, parce que je me suis interdit de copier de bons tableaux, parce que si on copie les tableaux de Delacroix, on est écrasé. Donc je suis allé voir tous les mauvais tableaux coloniaux qu'il y a d'Algérie, qui sont, c'est comme Venise, c'est à la fois assez catastrophique et c'est plein d'infos. Donc j'avais ça, j'avais des cartes postales et tout. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil et je me suis fait incendier par une dame qui n'était même pas l'auteur de ces travaux, mais qui avait fait un livre sur les peintres coloniaux d'Algérie. Donc elle considérait que ça lui appartenait. Et elle a commencé à m'insulter en disant « Vous êtes un voleur, vous avez volé l'héritage de tous les peintres d'Algérie. » Et j'ai dit oui, madame, j'ai regardé tous ces tableaux, j'ai regardé des cartes postales, j'ai dit comment vous voulez que je me documente quand je dois représenter une époque que j'ai pas vécue et dont ma grand-mère parlait. C'est votre problème. Bon, alors on a fait une lettre d'excuse en exergue du livre. On a dit que mon livre s'était grandement inspiré de ce recueil. Enfin, c'est pas vrai, il s'est inspiré de 1000 bouquins de trucs. Mais qu'on le veuille ou non, et c'est tout le paradoxe des expositions au Quai Branly qu'il y a actuellement. Quand on travaille sur cette époque, on est obligé d'utiliser non seulement le phrasé, mais également l'imagerie coloniale. Et alors parfois, mais je me fais engueuler tout le temps. Quand j'étais dans une autre conférence récemment, j'ai eu le malheur de dire qu'effectivement, on pouvait reprocher tout ce qu'on voulait à l'occupant, à la colonisation, mais enfin, c'est quand même grâce à eux que ma famille avait été alphabétisée et s'était civilisée. Comment, de quel droit vous faites une hiérarchie entre les cultures? Vous pensez vraiment que la France c'est plus civilisé? J'ai dit, quand mon grand-oncle montrait la Lune et me disait comment ils ont pu aller là-dedans, c'est quand même tout petit, il me semble qu'il y a un mieux. Voilà. Ce mieux, et c'est là qu'il y a une vraie erreur, ce mieux, ça s'appelle pas la culture occidentale, ce mieux, ça s'appelle l'espace dialectique. C'est le lieu où on ne va pas te demander d'où tu viens pour dire quelque chose ou pour proférer une vérité. Ce que j'essaye de raconter depuis tout à l'heure, notre pays est agité d'une frénésie identitaire qui va nous tuer tous si on ne trouve pas une réponse. Il y a peut-être une petite clé, je ne sais pas si vous avez remarqué, cette jeunesse qui est comme ça sur son identité, quelle qu'elle soit, c'est toujours contre les parents. C'est jamais un retour à ce que disait la grand-mère. C'est jamais ma grand-mère, elle faisait des super pâtisseries, on était bien, viens, on va prendre le thé comme chez ma grand-mère. Non, 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 non. C'est en Afghanistan, il y a un mec qui a dit que, ou au XVIIe siècle, il y a un rabbin qui a dit que. C'est jamais les parents. Donc, il me semble que revenir à la sensualité des souvenirs de la famille, parce que souvent, tout ça, tous ces excités, c'est des petits garçons, parce que c'est toujours les petits garçons qui crient, qui n'ont pas eu le contact qu'on veut avec les parents. Et là, je dois dire qu'il y a une grande culpabilité des parents dans les familles juives et dans les familles musulmanes. C'est que souvent, on a fait croire à l'enfant qu'on était ici de passage. Dans les familles musulmanes, c'est Arouda, on fait croire qu'on va revenir au pays. Et dans les familles juives, on a quand même fait croire à plein d'enfants qu'on allait tous partir à Jérusalem l'an prochain. Ça fait 2000 ans qu'on dit aux petits juifs l'an prochain à Jérusalem. Et ceux qui y vont, ils reviennent parce qu'ils s'aperçoivent que les Israéliens les traitent d'arabes. Bon, donc... C'est pas faux. Hein. Je parlais à une copine marocaine qui maintenant vit en Israël. Je lui parlais de la cuisine de ma grand-mère. Elle me dit ah, mais ça on fait plus. J'ai dit quoi? Et alors ils se font maintenant en Israël une espèce de world cuisine qui est formidable, hein. Formidable. Mais il faut surtout pas l'appeler arabe. Alors ça devient quand même compliqué. Et moi, il me semble que revenir vers des souvenirs de sensualité, de proximité, dire et c'est pourquoi le dessin aide beaucoup. Accepter la jouissance qu'ont pu avoir les colons en découvrant le Maghreb. Accepter que quand Delacroix va en Algérie pour faire des aquarelles, il ne fait pas que du mal. Il va en quête d'amitié d'une façon ou d'une autre. Même Napoléon, qui veut se convertir à l'islam pour faire plaisir à ses soldats, il ne fait pas que du mal, dans mon état, si je peux me permettre. Je crois que l'humanité a toujours beaucoup envie de fraternité. Elle le dit très mal, elle le dit par la violence et par la domination, mais il faut parfois utiliser ça. Donc l'utilisation de l'imagerie coloniale, chez moi, est tout à fait consciente. Mais cette réponse de Johannes Farr, c'est une réponse que vous faites aujourd'hui. Est-ce que en 2002, donc en 2001, quand vous décidez de raconter le chat du rabbin, vous êtes obsédé par ce qui se passe? Il y a de bonnes raisons de s'inquiéter, mais à l'époque, c'était quoi? C'était une envie de transmettre une culture, la culture de votre grand-mère, que vous voyez disparaître. C'était une manière de dire aussi à votre fille, je viens de cette histoire-là, ou c'était juste une manière, comme vous l'avez plus ou moins dit au début, de parler de ces juifs dont on parle jamais parce qu'ils sont arabes, parce qu'ils sont des séfarades et pas des ashkénazes. Alors, deux choses. À l'époque, il me semble qu'on était tous, autant qu'on est, beaucoup plus lucides qu'aujourd'hui. C'était au lendemain du 11 septembre, et les éditoriaux dans les journaux étaient beaucoup plus mûrs que ce qu'on lit aujourd'hui. On nous écrivait dans tous les journaux, de droite comme de gauche, on essaye de nous imposer un choc des civilisations. Ça vient des États-Unis, ça vient d'Afghanistan.
on va refuser ça et on va créer un maillage et un espace culturel commun. Aujourd'hui, quiconque dit ça prend un caillou, on lui dit t'es un naïf. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur l'héritage religieux, mon fils a eu des angoisses récemment parce qu'il est question qu'il aille vivre dans un autre pays l'an prochain, ça l'angoisse et tout ça. Je lui ai dit une phrase dont je pensais jamais qu'elle allait sortir de ma bouche, moi qui ai tout fait pour m'échapper de ça. Je lui ai dit, écoute Raoul, tu veux pas, une fois dans ta vie, aller voir un rabbin, parce que quand on a des questions absurdes, ça sert à ça. Il m'a dit, écoute papa, il a 15 ans, il a 15 ans. Il dit, écoute papa, t'as subi tout ça beaucoup, tout ce qui te plaisait là-dedans, tu l'as mis dans le chat du rabbin. Alors si tu permets, je vais lire le chat du rabbin, ça va suffire. Je crois j'ai vraiment un paradoxe avec la religion, c'est que je n'adore pas ça et en même temps j'y suis très attaché. J'arrête pas de penser que je fais des choses anticléricales, mais tous les prêtres m'adorent, je sais pas pourquoi. Je pense que dès qu'on parle d'eux, ils sont contents de toute façon. Ou un nain, j'ai dit un jour, monsieur le rabbin, mais comment ça se fait que je choque aucun juif? Il m'a dit, mais tu viens 40 ans après Philippe Roth. Donc je crois. Mais il y a tout de même l'idée, oui, de transmission. Ce judaïsme de ma grand-mère qui consistait à dire qu'il fallait partir avant la fin du discours du rabbin parce que le couscous allait refroidir. Celui-là m'intéresse beaucoup. Parce qu'après tout, je me souviens de tout ce que m'a raconté ma grand-mère et j'ai un souvenir très diffus des discours de rabbin. C'est pas pour les minimiser. Hein. Adi Cohen Salal, est-ce que vous avez eu une culture... Bravo. Est-ce que ça existe une culture juive algérienne? Alors, je vais un peu rebondir sur ce qui a été dit, sur la parole de la grand-mère. Parce que apparemment, c'est pas de votre père que ça venait, c'est votre grand-mère. Oui. La place des femmes, la relation à... vous avez dit plusieurs fois le mot sensuel, la sensualité. C'est clair que ça existe. Et je vais vous dire, moi, je partage pas tout ce que vous avez dit. Je maintiens que le code de l'indigénat était capital et a été très, très néfaste. Mais je dirais que la chose qui m'intéresse dans nos histoires, c'est qu'on vit aujourd'hui dans un moment où on ne se réfère plus tellement à des entités nationales, mais à des sphères d'appartenance. Et je pense que c'est ça qui peut nous lier. Je ne me sens pas personnellement... Vous dites que vous adorez la France parce que vos ancêtres ont pu devenir instruits. Bon. Moi, non. Je vois l'aspect négatif de la colonisation. Par contre, la chose qui m'importe, c'est que nous, Juifs d'Algérie, nous sommes des pionniers par rapport à cette nouvelle anthropologie qui se met en place de sphère d'appartenance. C'est-à-dire que mon passeport français ne me définit pas. Mais ce qui me définit, c'est des rencontres, coups de foudre, avec des gens dont immédiatement je sais que sont mes frères et sœurs. Je rencontre par exemple l'autre jour une architecte qui s'appelle Hala Wardé, qui est libanaise, qui a fait le Louvre à Abu Dhabi avec Jean Nouvel. Mais on est inséparables. Quand je suis retournée en Algérie, j'ai rencontré donc Samir Toumi, par rapport auquel je t'ai rencontré. Même chose. Une amie à lui qui était médecin, qui s'appelait Laïla Gerbas, dont les parents étaient des premiers militants du 1er novembre 54. Moi, j'ai pas parlé de l'Algérie pendant près de 50 ans. J'en ai pas parlé. Et en retournant à Alger, je rencontre ces gens, mais c'est comme si ils étaient là, à l'intérieur de ce morceau d'ambre. Et Leïla me dit, on se rend compte que sa mère et ma mère étaient dans la même classe, et quand il y a eu l'abrogation du décret Crémieux, les bijoux de ma grand-mère avaient été gardés par sa grand-mère dans la ville de Saint-Eugène. Mais c'est des trucs ahurissants. Et je me sens infiniment plus proche des Algériens que des Français, clairement. Il y a quelque chose, et des Libanais. Est-ce que vous répondez à ma question en disant il n'y a pas de culture juive algérienne, il y a une culture algérienne, point. Oui, totalement. C'est quelque chose qui est... Et alors, sur lequel je suis en train bien évidemment, de préparer un livre. Moi, je suis à la fois historienne et anthropologue. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans les vitrines, Florence. Ce sont ces bracelets berbères avec des corails, etc. Bon, j'en ai plusieurs et tout ça. Je vais vous raconter une histoire. Je suis aux États-Unis
Et je vais travailler sur les peintres américains qui vont près des Native Americans, c'est-à-dire les Indiens d'Amérique, dans une ville qui s'appelle Taos, au Nouveau-Mexique. D'accord ? Pour moi, Taos, c'est Marguerite Taos Amrouche, une poète kabyle. Donc Taos, pour moi, c'est un mot qui sonne kabyle. Je demande d'où vient le mot Taos, le nom de la ville Taos, quand je vais au Nouveau-Mexique. Et on me dit, c'est un mot qui vient de l'indien tiwi. Moi, je dis non, c'est pas ça. Et je me suis rendu compte que la ville de Taos a été créée au moment de Christophe Colomb par des tribus juives et berbères qui venaient d'un village du sud du Maroc qui s'appelle Tawas, qui ont fondé cette ville de Taos au Nouveau-Mexique, dans laquelle il y a aussi exactement les mêmes bracelets. C'est ça, moi, qui me fascine. Donc, cette espèce d'infiltration millénaire. Et donc, il y a des berbères et des juifs, des tribus berbères judéisées, des juifs berbérisés qui se sont mêlés avec des Indiens. Mais c'est absolument fascinant. Donc voilà, c'est là que ma culture me fascine. Vous voulez que je vous donne un dernier exemple ? Un dernier exemple. À l'époque où j'étais... ce souvenir écran du silence que j'avais dû observer m'empêchait même de parler. Je suis conseiller culturel, je vais à Washington, dîner en robe longue avec le directeur de la National Gallery de Washington, Carter Brown, un homme formidable qui me dit « Je fais une exposition pour les 500 ans de la découverte des États-Unis par Christophe Colomb à la National Gallery et je veux l'Atlas catalan qui est à la Bibliothèque nationale de Paris, mais je ne peux pas l'avoir. » Je dis « Je vous aiderai à l'avoir. » On réussit à avoir l'Atlas catalan fait en 1375. 12 panneaux de bois, c'est le plus bel atlas du monde. On voit un roi d'Arabie avec son or sur un chameau, c'est sublime. Donc je réussis à avoir cet atlas catalan que personne ne peut jamais sortir. Il est à la Bibliothèque nationale de France et qui est dans les premières salles de la National Gallery, inaugurée par le roi d'Espagne. C'est plus tard que je me suis rendu compte que c'est vraisemblablement mon ancêtre qui avait fait cet atlas. Parce que mes ancêtres étaient des juifs de Palma de Majorque, et un de mes ancêtres était rabbin de Palma de Majorque, Moïse Cohen Solal, et que les géographes et les cartographes du roi d'Espagne, c'était les juifs de Palma. Voilà. Donc c'est là que je retrouve, moi, la puissance, la force de cette histoire des juifs d'Algérie, mais qui a été complètement réprimée par mon éducation française. Voilà, donc c'est ça qui nous différencie. Moi, je regarde loin de l'histoire de très longue durée, l'anthropologie vers l'avenir, et c'est une force, moi, qui me permet de comprendre la société contemporaine. Et si aujourd'hui, la semaine dernière, jeudi soir, on a inauguré une chaire des migrations au Collège de France, je veux dire, c'est la question clé, c'est la question politique la plus brûlante aujourd'hui. Et je pense que par rapport à ça, une expérience d'exil, c'est une clé qui permet de dire que, bien évidemment, la politique actuelle est insuffisante. Aucun de vous deux, merci. Alors, aucun de vous deux ne parle arabe, et je rectifie tout de suite, sinon Johannes Farr va me faire tout un scandale. Aucun de vous ne parle une langue maghrébine. Et est-ce que c'est la disparition des juifs arabophones ou des juifs berbérophones ? Juste un mot, parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Cependant, pour venir vers vous après à peu près 30 ans d'intervention en milieu scolaire, et même si tout ça est vrai, venir voir des gamins qui viennent d'une ancienne colonie française et leur raconter une histoire dans laquelle ils sont des victimes, la France leur a fait énormément de mal, et tiens, prends un caillou, jette-le. Je préfère, pour ma part, quand je les vois, raconter l'histoire d'un Maghreb et d'une Afrique extrêmement complexe, dans laquelle tout le monde a eu sa part d'invasions successives, et j'essaye, même au prix de torsions sur l'histoire, parce que moi je suis un narrateur, de leur raconter un espace dialectique dans lequel ils vont avoir leur place autrement que comme une victime, autrement que comme quelqu'un qui vient se venger, et on ne mesure pas à quel point, et je vais le dire de la façon la plus caricaturale possible, l'occidental qui explique à quel point il déteste l'Occident, à mes yeux, est plein de mépris vis-à-vis de l'enfant de colonisé à qui il s'adresse. Et je parle de professeurs, je ne parle pas d'universitaires, je parle de quand on parle à des enfants. Ce que j'essaye de leur raconter, c'est qu'on a eu toutes sortes de colonisations successives en Algérie, la dernière en question étant l'arabisation, et maintenant c'est la Chine, il paraît,
et que ce territoire... Pourquoi je m'intéresse aux rabbins d'Algérie? Et pourquoi j'ai trouvé si peu de documents sur les rabbins d'Algérie quand j'ai commencé à travailler sur le Shah du rabbin? Il y avait plein de choses sur les rabbins du Maroc. Zafrani a écrit des choses formidables, et heureusement qu'il était là. Sur les rabbins d'Algérie, il n'y avait rien, parce qu'il y a une chose qu'ils ont appris de la France, les Algériens, et depuis toujours, c'est de s'engueuler. C'est le lieu où on s'engueule, le lieu où on est obligé de faire avec les autres, le lieu où il n'y a pas de royaume, donc c'est compliqué. Donc il y a cette espèce d'humilité du rabbin algérien que j'ai appelé un garagiste de la foi. C'est-à-dire, il égorge des poulets, il fait des prières, il machin. On est en train d'en souffrir jusqu'au sein même du judaïsme séfarade. Armand Abécassis a écrit un article extraordinaire il y a quelques semaines sur les complexes des religieux séfarades qui, depuis 30 ans, ne parlent que du chassidisme d'Europe de l'Est parce qu'ils ne connaissent pas ou n'assument pas leur propre culture, et ils en viennent même, le jour de Kippour, à faire 2 fois la prière de Moussaf parce que les Ashkénazes font comme ça. Voilà. Et on est dans une... Et moi-même, quand j'ai commencé à écrire une histoire de rabbin avec un chat qui parle, dans les premières versions, ça se passait en Europe de l'Est. Parce que pour moi, le judaïsme miraculeux, intellectuel, il venait d'Europe de l'Est. Et pour moi, le Maghreb, c'était pas comme ça. Donc, tout ce que vous avez dit, je suis d'accord avec tout. Moi, j'essaye de raconter des contes où je réenchante l'imaginaire maghrébin et où j'essaye de créer un espace possible pour que chaque enfant se sente bien et arrive pas en situation... Alors là, on est d'accord. Moi, je ne suis pas pour l'antagonisme. Je crois que ce que j'ai raconté, c'est une complémentarité. Bien sûr. Hein, mais il ne faut pas non plus se leurrer sur ce que les pouvoirs politiques ont créé entre des populations qui étaient jumelles. Bien sûr. Mais ce qu'on a vécu, pour le dire de manière beaucoup plus presque caricaturale, ce qu'on a vécu quand j'étais enfant, c'était la négation de l'histoire de chacun. On n'avait pas le droit de parler de ce qu'on avait subi. Soit parce qu'on les ancêtres avaient vécu l'esclavage ou la colonisation ou la Shoah, on n'en parlait pas. Et aujourd'hui, je ne suis pas du tout en train de dire qu'on en parle trop, je suis en train de dire qu'on en parle mal. On en parle en oubliant que ça devrait être une préoccupation universelle et en faisant un concours de victimes. Et je crois que je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais j'aimerais que les gamins passent leur bac d'abord et qu'on leur raconte ça après. Je le dis de manière très caricaturale, mais tu es chez toi ici, on a un espace à inventer, tu arrives avec des blessures qui servent à quelque chose, je voudrais que tu me racontes une histoire avec ça, si tu veux m'engueuler, engueule-moi, mais on va en parler. Moi, je fais de mon mieux pour parler avec tout le monde, et ça me demande beaucoup d'efforts, parce que je suis profondément universaliste, j'ai beaucoup de mal avec le moi-je, et on est cette génération-là aujourd'hui, on est parti de... Et j'essaye de tenir là-dessus. À votre avis, quelle est la fonction de vos albums? Je pense que moi, j'adore ce que vous faites. Je trouve ça extraordinaire. Quand je me balade dans la Casbah d'Alger, j'ai l'impression d'être dans vos albums. Donc, expliquez-nous un peu ce travail. Ça m'intéresse beaucoup, moi, ce travail dans les écoles. Expliquez-nous un peu ce que ça a changé. Parce que c'est capital. D'ailleurs, ça me fait penser à Art Spiegelman et Maus. Vous le connaissez, Art Spiegelman? Oui. Hein? Mais vous l'avez rencontré? Il est beaucoup plus provocateur que moi. Je le connais très bien. Il est beaucoup plus provocateur que moi. Lui, d'abord, il comprend pas pourquoi on n'a pas donné l'Allemagne aux Juifs en 1944, puisqu'après tout, c'est Hitler qui avait déconné. Et il dit que l'Europe se porterait beaucoup mieux, puisque les plus grands amoureux de l'idée européenne, ce sont les Juifs. Mes idées n'ont absolument aucune importance. J'ai toujours eu le sentiment qu'il vaut mieux manger ensemble d'abord et se disputer après. Comme dans le banquet de Platon, le plus important, c'est le docteur, c'est celui qui va décider du degré de dilution du vin pour savoir si on s'aime assez pour être vraiment bourré et parler ensemble. La fonction d'un livre avec des dessins, c'est de se retrouver autour d'une image et d'en parler. Après tout, que je pense ceci ou que je pense cela, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui m'importe, c'est de les mettre ensemble et de parler d'un truc. Pourquoi tout le monde pousse des hauts cris quand je dis que je suis copain depuis plus de 20 ans avec Rokhaya Diallo? On est intimes, on est amis. Depuis que je la connais, on n'a jamais été d'accord sur rien. Mais vraiment sur rien, même pas sur ce qu'on va manger. N'empêche que, grâce au nombre de fois où on se voit, que je sais que quand elle parle de moi, elle me dit « mais quand tu le vois en vrai, il dit des choses vachement plus intéressantes que ce qu'il dit à la télé ou quoi ». Moi, je dis pareil sur elle. Quand je la vois en vrai, alors évidemment, les 2 premières minutes de la discussion, c'est le racisme d'État, le machin, oui, je sais, d'accord. Et au bout d'un moment, elle me dit des trucs que j'avais jamais entendus. Elle me dit « mais tu sais, je suis allé à la télé, c'était la première fois qu'il recevait une noire, il n'y avait pas de maquillage pour moi ». Elle me dit, tu sais l'oreillette là, ben moi il m'en donne une rose. Je dis oui, moi aussi. Elle dit oui, mais tu sais que pour moi c'est compliqué. Et ça a l'air de rien, mais pour moi un dessinateur, ça me... Et alors ça c'était des choses simples. Et après elle me dit une chose grave. Elle me dit, tu sais que quand j'ai fait des études, les seuls noirs qui faisaient des études supérieures, c'était des filles. Parce que les garçons, les parents eux-mêmes avaient une espèce d'autocensure. Dès qu'il y avait le moins de problèmes, ils disaient on va le mettre en apprentissage.
Et ce que mon travail, j'ai pas la hauteur de vue de quelqu'un qui joue avec des idées. Mon travail, c'est de créer la confiance nécessaire pour qu'on puisse se laisser aller à raconter sa petite histoire. Et si on se la raconte ensemble, je suis content. Voilà ce qui fait qu'on me traite de bonne conscience de gauche à longueur de temps. Et je crois être ni l'un ni l'autre, mais je subis cette réponse souvent. Oui, justement, je crois qu'on est vraiment dans une histoire de transmission qui est, que ce soit les générations successives et avec l'absence d'une certaine manière des parents, ou bien ce dont vient de parler Johann Sfar, dans la relation qu'il peut avoir avec les enfants ou les jeunes, qui me semble capital à l'heure actuelle, ou bien encore dans ce que vient d'évoquer Annie Cohen-Solal, dans l'histoire précisément des objets. Et ça m'intéresse tout particulièrement parce que vous êtes par 2 fois revenu à une histoire à travers un objet, que ce soit le bijou berbère ou bien cet atlas judéo-espagnol, qui tout d'un coup vous a révélé à une histoire, vous a révélé toute la dimension d'une histoire qui arrive à travers un objet. Et très simplement, j'aimerais peut-être voir avec vous, dans cette actualité qui nous semble très complexe et difficile à appréhender dans son entièreté, comment restituer, comment faire en sorte que, je pense que ce type de soirée permet précisément de partager quelque chose ensemble, alors ça, c'est peut-être pas aussi bon qu'un repas, mais néanmoins c'est la parole, et je pense que c'est très important dans cette histoire. Et comment, d'une certaine façon, les objets que nous vous présentons pourraient continuer à permettre ça, dans quelle instance, dans quel type d'exposition on pourrait continuer à organiser cela de telle sorte que la transmission se passe, pas simplement de parents-enfants, mais aussi de grands... Tout à l'heure, Johann Sfar me disait... il y a toute une génération qui est en train de disparaître, celle de nos grands-parents d'une certaine façon, et nous n'en recueillons pas la parole, et bientôt tout cela disparaîtra, parce que d'abord le temps va très vite, c'est des transmissions essentiellement orales, ça n'est pas forcément écrit, et tout cet aspect de l'histoire va disparaître. Donc peut-être avec vous, revoir comment tout ce qui est en train d'émerger ici autour de cette table peut se concrétiser dans des projets que nous menons, nous, musées. Oui, non, moi je trouve que c'est très très intéressant de voir comment, moi je maintiens qu'il y a eu une censure par rapport à la mémoire des Juifs d'Algérie en France avant votre naissance, et je maintiens, et je pense que vous avez trouvé un angle formidable. Et je pense que... Et l'angle formidable, c'est la bande dessinée, c'est oui, absolument. Et l'humour, oui. Et c'est génial, enfin c'est vraiment génial, cet angle qu'il a trouvé. Mais si vous voulez... Je repère que en France, et je veux pas faire de victimisation, mais j'explique des choses. C'est un pays de tradition catholique qui tente à ne pas vouloir revenir sur les traumatismes de la mémoire collective. Je prends l'exemple de Sartre, par exemple. Sartre, c'est un homme qui, très tôt, a dénoncé des traumatismes de ce pays, notamment, en 1946, il écrit « Réflexion sur la question juive ». Qu'est-ce que l'antisémite ? C'est l'époque où personne ne voulait parler de la collaboration, personne ne voulait parler du Veldiv, etc. Et lui, il fait un livre où il dit « Mais qui a collaboré ?» Et il fixe son projecteur très précisément sur la chose dont on ne voulait pas parler. Parce que la tradition française, c'est de mettre les problèmes sur le tapis, de mettre le tapis dessus et de ne pas en parler. Il a refait la même chose au moment de la colonisation. Il a écrit les articles les plus forts sur la colonisation en Algérie. Il a fait la même chose sur la torture. C'est lui qui a aidé les porteurs de valises. C'est lui qui a fait basculer l'opinion publique au moment de la guerre d'Algérie. Et souvent, très souvent... on a besoin en France de chercheurs étrangers, anglo-saxons, pour regarder là où nous ne regardons pas. C'est-à-dire que les premiers historiens sur la collaboration ont été des Américains, Marus et Paxton. Sur la guerre d'Algérie, c'était des Américains, etc. etc. Bon. Donc, moi, je pense que par rapport à ce non-dit, ce blanc, ce grand blanc, il faut trouver des angles pour permettre de faire circuler l'information, l'image, la sensualité. Et ce que vous avez fait est exceptionnel. Mais je vous donne un autre exemple. Il y a 2 ans, au Collège de France, Patrick Boucheron fait sa leçon inaugurale. Patrick Boucheron, il a 50 ans, il est très très jeune pour être élu au Collège de France, et il travaille sur la cité médiévale en Italie. Voilà. Tout d'un coup, il arrive et il fait cette communication où il commence par la place de la République,
avec le monument de la place de la République qui sert d'autel pour les bougies, pour les petits textes, pour tous les gens qui viennent se recueillir après les attentats. Et il termine en disant qu'il se réfère à Al-Idrissi, le géographe du XIIIe siècle à Palerme, qui était le géographe arabe du roi Roger de Palerme, et qui avait fait une nouvelle géographie. Et Patrick Boucheron redonne toute sa valeur à ce qu'il appelle ces commerçants, ces marchands, ce mouvement réticulaire des marchands de la Méditerranée, qui était bien loin des aplats colorés des cartes d'histoire de notre enfance. Donc, au Collège de France, pour la première fois, quelqu'un vient dire cette histoire-là, l'histoire des relations des marchands, des grands marchands du Moyen-Orient et de la Méditerranée, c'était une histoire capitale que la France a effacée. Mais il a fallu longtemps. Et ça, c'est le Collège de France, si vous voulez. Donc, c'est l'institution créée par François Ier en 1515, vous voyez. Donc, les choses bougent, mais lentement. C'est très archaïque. Donc, vous avez pris un autre angle. Et c'est pour ça que je trouve ça formidable. Mais le monde dans lequel je me situe, qui est le monde plus universitaire, bien que mes livres soient plutôt grand public, on est plus en retard, vous voyez, mais c'est vrai qu'on va dans le même sens, on tente d'ouvrir le débat dans le même sens. Enfin, voilà. Alors justement, puisqu'avec Florence Udovitz, on a parlé de patrimoinisation possible, moi, je vais vous dire tout de suite, je ne pense pas que cet objet, l'ambre, vienne d'Algérie, par exemple. Je pense qu'il a été fabriqué en Chine. Et il y a quelque chose de tout à fait certain, c'est que Johannes Farr n'est jamais allé à Alger. La manière dont il a de dessiner la Casbah, de montrer Bablouette très loin de la Casbah, tout ça, pourquoi j'ai été touché, ce n'est pas par la véracité de la géographie, ni par les objets, mais plutôt par des pensées, par de la musique, par des plats. Est-ce que ça se transmet? Est-ce que, bien sûr que les objets sont là pour que, concrètement, on parle d'une histoire, d'une mémoire, d'une culture, mais on voit bien que c'est plutôt autre chose. C'est la mémoire. Comment on peut, justement, conserver cette histoire, cette mémoire, d'après vous? Non, mais Johannes Farr, pour moi, le chat du rabbin, c'est comme Pépé le Moko, qu'il ait été tourné en France et pas à Alger, n'empêche pas ce film d'être le plus grand film sur la Casbah d'Alger. Je sais pas. Je sais que j'ai la chance de fréquenter de très grands dessinateurs, en particulier Christophe Blain. Je me rappelle quand je commençais à faire le chat, il m'a dit, mais regarde Tardy quand il fait une époque, il a compris que plus c'est proche du personnage, plus c'est important. Donc le plus important, par exemple, dans une BD de Tardy, c'est la chemise, c'est la cravate, c'est la veste. Après, dans les interviews, Tardy peut dire, quand j'ai pas la porte du musée Grévin, je la mets pas. Mais ce qui fait que ça marche, c'est que le costume est juste. Donc, si on souhaite dessiner le chat du rabbin, il y a une morphologie de la babouche à apprendre. Et quand on a fait le dessin animé du chat, j'ai fait venir mes comédiens, je leur ai mis des babouches, et mes dessinateurs ont fait des babouches pendant toute une journée. C'est un exercice de morphologie extraordinaire. Mais cette manière de s'approcher d'un objet et de jouer avec, de se rappeler les rêveries de quand on était chez une grand-mère, quand on était petit. Et si je dois faire un aveu, dessiner ce qu'on aime quand on est adulte, parce que peut-être quand on était enfant, on ne l'aimait pas. Moi, quand j'étais petit, toute référence à mon origine maghrébine me mettait mal à l'aise ou m'angoissait. Je trouvais ça pas extrêmement intéressant, à vrai dire. Et aussi, c'est vrai, j'ai eu un bref service militaire qui a duré 3 semaines, et je m'occupais du centre d'aide aux devoirs de Bagnolet. La plupart des gamins qui étaient là étaient maghrébins, et dès tout petit, ils se trimballaient une colère contre les Juifs, un énervement contre les Juifs, qui ne pouvait pas venir d'ailleurs que de la famille, parce qu'il n'y avait même pas l'école coranique derrière. C'était des choses... Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, parce que c'est la première fois que j'ai été au contact de ça. L'extrême droite, je connaissais ça, je n'ai jamais vu. Et il y a un truc qui m'est venu à l'esprit. D'un côté, je me suis dit, ils ne comprennent pas les endroits où on se ressemble et les endroits où on ne se ressemble pas. Les endroits où on se ressemble, c'est les vêtements, c'est la cuisine, c'est le machin. Les endroits où on se ressemble pas, et ça c'est gravissime parce qu'on leur a pas raconté. Les petits Algériens, les petits Tunisiens, les petits Marocains musulmans s'imaginent que les Juifs sont des gens qui ont émigré quelques années avant eux et qui ont réussi et qui ont été favorisés. Ils savent pas qu'il y avait des Juifs en l'an 100 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 500 ans avant l'arrivée des ancêtres de Jean-Marie Le Pen. Et identifier l'histoire juive à une histoire de migration,
c'est faire l'impasse sur ce qu'il y a de fondamental dans le judaïsme, c'est que globalement, ils étaient là bien avant que la France devienne chrétienne. Et ça, il faut casser cette histoire-là chez les gamins, qu'ils arrêtent de croire qu'il y a eu 2 poids 2 mesures, que tout le monde est arrivé ensemble et qu'on a tout donné aux juifs et qu'on n'a rien donné aux musulmans. Parce que ça n'a pas été ça l'histoire. C'est fou, vous revenez toujours à aujourd'hui, à l'état de la France d'aujourd'hui. Mais parce qu'il y a que ça qui m'intéresse. C'est ce que dit, je ne sais plus quel producteur de cinéma dit, la seule raison pour laquelle on fait des films en costume, ça coûte tellement cher, c'est parce que ça nous parle d'aujourd'hui. J'irai pas sinon chercher ça. Mais alors ensuite, il y a le risque de la pollution. Il faut faire du aujourd'hui intemporel. C'est ça qui est compliqué. Mais là, le dernier Chat du rabbin où j'ai fait cette association des juifs et des musulmans qui refusent de prier ensemble. Alors là, il y a beaucoup de monde, là, ils veulent tous y aller. Qui s'accordent entre eux pour le voilà. pape, voilà. Parce qu'il y a un imam et un rabbin qui veut que tout le monde prie ensemble. Alors ça fait un scandale dans les 2 communautés. Il n'y a personne dans le temple, ils sont tous dehors à manifester parce qu'ils veulent pas être ensemble. Ça m'a bien plu. Mais il n'y aurait pas eu ces crispations identitaires où, que ce soit exacerbé par l'antisémitisme d'une part, par le conflit israélo-palestinien de l'autre, s'il n'y avait pas des problèmes aujourd'hui en France, vous n'auriez eu aucune envie de raconter cette histoire de vos parents, l'histoire des Juifs d'Algérie, Johann Sfar par exemple ? J'en sais rien du tout. J'ai fait le Chat du rabbin parce que j'ai acheté un chat et je dessinais mon chat tout le temps et il a bien fallu que je le mette quelque part et ça a été le Chat du rabbin. Puis il y a aussi une espèce... Vous savez, quand j'étudiais l'histoire de l'art, mon prof qui avait pas que bon goût était super fan de Clasen. Alors Clasen, qui était formidable, il fait des serrures, c'est philosophique. Et un jour, il voit Clasen et Clasen lui dit « Mais non, mais c'est parce qu'on me demande que de faire ça. » Et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que Non, puis il y a les filles juives aussi. Quand j'étais petit, un jour j'ai demandé à mon père ce que ça voulait dire d'être homosexuel. Il m'a dit c'est aussi grave que si tu fréquentais une fille non juive. Donc il m'a laissé le choix, j'ai choisi la catholique, ça s'est fait comme ça. Mais du coup, j'étais pas du tout attiré par les filles juives parce qu'à chaque fois que j'en voyais une, je voyais mon père, je disais non, c'est interdit, ou faut y aller, c'est ton père qui te pousse. Bon. Et du coup, comme j'étais pas attiré, j'arrivais très bien à les dessiner. Parce que dès qu'on est attiré par une personne, on dessine n'importe comment. Regardez Cocteau. Bah oui, Bacon il déteste, il réussit, Cocteau il aime, il n'arrive pas. L'amour ça aide pas pour le dessin. Le dessin faut chosifier. Donc moi je comprenais pas pourquoi tous mes copains catholiques étaient amoureux de filles juives ou de filles maghrébines. Moi ça m'attirait pas du tout. Je voulais que des grandes blondes parce que je me disais des fois que les Allemands reviennent, faut quand même se mettre à l'abri, au moins pour mes enfants. Et bon, je me suis rendu compte que j'arrivais bien à dessiner des filles juives. Et c'est parti comme ça. Bah enfin, non mais c'est vrai. Mais enfin, Johann, cette histoire que vous avez racontée quand même à la radio, la transmission, je viens d'être père, il faut que je raconte cette histoire-là. Ça, c'était pour la promotion. Non, ça, je le dis 18 ans après. Tu me demandes pourquoi j'ai fait le Chat du rabbin, je te dis bah oui, je l'ai fait l'année de la naissance de ma fille, l'année du 11 septembre, juste après les 2. Forcément, rétrospectivement, ça avait ce sens-là. Mais au moment où je l'ai fait, j'avais ce petit chat, je voulais le dessiner. J'avais tous mes copains qui avaient des histoires foireuses avec des filles juives parce qu'elles sont insupportables. Pardon, je suis une fille juive aussi, j'ai le droit d'en parler. Et du coup, je dessinais. Je ne sais pas quoi dire d'autre. On dessine ce qu'on a envie de dessiner. Ensuite, il ne faut pas faire sa psychanalyse au moment où on fait la chose. Quand on fait la chose, il faut s'amuser. Ce qui est difficile, maintenant que je fais le Chat du rabbin depuis bientôt 18 ans, c'est de réinventer cette histoire. C'est-à-dire, l'album que je viens de finir, je ne veux pas savoir pourquoi je l'ai fait. Moi, je peux t'expliquer pourquoi j'ai fait celui il y a 18 ans, en disant, tiens, je vais faire ma petite casbah à moi pour mes enfants. Mais je ne sais pas, j'imagine que le jour où ça n'aura plus de sens, j'arrêterai de le dessiner. Annick Cohen-Jalal, le fait de ne plus parler la langue arabe, que les juifs dits de langue arabe, de langue maghrébine disparaissent avec le temps, ça vous affecte ou pas tant que ça, parce qu'il y a eu des changements tout le temps. Oui, ça m'affecte énormément, c'est grave. Moi, le livre de Jacques Derrida que je préfère, c'est celui qui s'appelle « Le monolinguisme de l'autre ». Je ne sais pas si vous l'avez lu. Et c'est un livre où il dit ce qui était inacceptable, c'est qu'à l'école, l'arabe était une langue facultative. Voilà. Alors, il se trouve que moi, quand j'ai été au kibbutz, j'ai appris l'hébreu et j'ai appris l'arabe à Jérusalem. Mais c'est pas la même, c'est pas le même, c'est pas le dialecte. Et durant votre enfance en Algérie, ou l'arabe, non ? Ah oui, je parlais des mots, je répétais les mots, mais je l'ai jamais appris. On n'apprenait pas. On apprenait le français de France. Et quand on arrivait en France, on vous regardait bizarrement parce que vous n'étiez pas comme eux, quoi. C'est particulier. Non, mais écoutez. Voilà, oui, non, juste par rapport à la transmission, je vous donne juste un détail, une petite anecdote. Il y a un mois, j'ai fait un débat à l'École normale supérieure sur un peintre qui s'appelle Mark Rothko et sur une chapelle qu'il a créée 1 an avant de se suicider à Houston avec Madame Dominique Deménil. Et c'est des affinités électives entre 2 émigrés, c'est comme ça que je vois cette chapelle, 2 émigrés aux États-Unis qui se reconnaissent pas aux États-Unis. Dominique Deménil, protestante, et Mark Rothko, émigré de Russie, comme votre grand-mère, donc ashkénaze. Et j'invite à ce débat
le grand rabbin de France qui s'appelle Haïm Korsia. Parce que je le rencontre quelques jours avant, il connaît bien l'histoire de l'art, il connaît bien Rothko. Et je lis son livre sur le grand rabbin Kaplan où il dit, en France, à l'époque du grand rabbin Kaplan, il y avait 2 types de juifs. Il y avait les juifs pieux et les juifs assimilés. Je demande au grand rabbin de France, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une autre façon d'être juif entre le pieux et l'assimilé? Est-ce que Roscoe, pour vous, parce Roscoe était allé dans un Talmud Torah, etc., jusqu'à l'âge de 10 ans, et il me répond, oui, Roscoe est profondément juif parce qu'il a le sens de la transmission. Et Roscoe était effectivement... Vous avez, vous, quelque chose d'un éducateur. Vous êtes très, très, très profondément éducateur. Et c'est vrai que vous êtes pétri par cette dimension de la transmission, à la fois celle que vous avez acquise et celle que vous donnez. C'est ça que je trouve intéressant. Pourtant, je sors jamais d'une classe en disant ça s'est bien passé, tout va bien. À chaque fois que je sors d'une classe, je me dis on va pas s'en sortir. Bah, c'est ça l'aiguillon. Je crois que maintenant nous allons vous inviter à rejoindre la sortie pour retrouver nos invités. En vous remerciant bien sûr d'être venus nombreux. Merci. Vivement. Merci Johannes Farr et merci Annie Cohen-Solal. Merci beaucoup. Et très bonne soirée, à la semaine prochaine. Bienvenue au MUSEM. Comme chacun de nos rendez-vous, on démarre en musique avec une introduction. Grâce à notre partenariat avec la Cité de la musique de Marseille, ce soir, on est très heureux de vous proposer un ensemble de musique Chabi. Alors normalement, la musique Chabi, ce sont des soirées qui s'étirent, qui peuvent durer plusieurs heures. Ce soir, ce sera plutôt de l'ordre de la mise en bouche. Je vous présente tout de suite les musiciens. Ce soir, nous accueillons Farid Zebroun au banjo, Hassan Karbiche à la mandole, Zohir Djemaï au violon. Bonsoir. Et Youssef Kasbadji aux percussions. Très bonne soirée, à bientôt. Merci. Merci.
أنا لوني صفار من كحلة الشفار ورجع قوتي مرار وقوة درار أنا لوني صفار من كحلة الشفار ورجع قوتي مرار وقوة درار في قلبي نار شعلة ترمي بشرار والليل مع النهار صبرت والدرار سألت يا حضار ما تاني بخبار سألت يا حضار ما تاني بخبار حتى غزل القفار ريتو ببصار حلفت ولفي وقالت يا عشيق حلفت ولفي وقالت يا عشيق ما نوري لك باب دار قالت يا عشيق من وريتك باب دار هيميني صدر حنين هيميني صدر حنين تكتر حسودي وحسودك ليه ما صابت مني ما يقردني راني أول فيك كملت الزين عند لا صاري يعدب قلبي من نقوى في محبتك ما صبت دواء ما يفيد في غرامك غزوة صابني بين وبين هجدر منك قوى صبرت في الظهر سنين عند لا صارني ما يبردني راني هي كملت الزين ما يبردني راني أول فيك كملت الزين عند لا صارني جرحت بالشفا ملك
زينك ما وصفوا زين زينك يا بل من شافك أفايد غراب البين عندنا لا سهراني باش ما يبرد نيراني هي كملت الزين باش ما يبرد نيراني هي كملت الزين عندنا لا سهراني انجرحت بالشفا مالك بكمال حسنك وجمالك اصبحان مولاي عطالك زينك ما وصل وزين سلفك يهفل من شافك داير غراب البين عندنا لا سهراني باش ما يبرد نيراني هي قبلت الزين اش ما يبرد نيراني اول فيك قبلت الزين عندنا لا سهراني سلف على الغرة ضايع مسبوغ بكحين النصاع الحواجب قواس الجراح بسهم ولاحظ العين خدودك دين ورد الفاتح باين وراء المين عندنا لا سهرانين باش ما يبرد نيراني هي كملت الزين باش ما يبرد نيراني هي كملت الزين عندنا لا سهرانين يشبه شوعة القمرة المشتري والزورة عم ضرور منك ما نبرة ساهر في التاج حزين صبري لي مول القدرة خالق العالمين عندنا لا سهرانين باش ما يبرد نيراني هي كملت الزين باش ما يبرد نيراني اول فيك كملت الزين عندنا لا سهرانين خلخلتيني يا حبي صفة الرقبة سبي زينك شايع ربي زينك ما وصف وزين بالعالي سيف الذهبي سوى ألف وألفين عندنا لا سهرانين باش ما يبرد نيراني هي كملت الزين باش ما يبرد نيراني كملت الزين
كملت الزين اش ما يبرد نيراني هون في كملت الزين عندنا صاراني نار جمار الحب شعلة ظهر سمين وجد اللي ذات ريح وديها شعلة ماتت فيها بحور وبطار تركتني كلهي بحرها سهيفة هي عاد بالسرير سمي صار الحيلة روحي من فراق داخلة هاديك الخيال كنوز طويلة عين عليك ديمانية سرورة في غاية الزهو وانا في هوين خليتي ياتي مهولة منتقي عافية الصورة الجميلة شوف الحالي وشرطة المفتاح طويلة قال لي عمد لك يا عشيق ترك لسانك ها وسهر طول الليل تعدل حسن العسلة استشق من خدود الورود حفيلة عند عليك سلامية صورة في غاية السهو وانا في الهويل خليتي ذاتي مهولة منتقي عافية الصورة الجميلة يا صح جبلة وفي منهم في المية تعرفوا العشيق يحبهم محبة صافية ما فيها شي تبديل بكافي وهب القتلة لهجرة وصلوا زادوا تخبينا في معلي في مهنية سرورة في غاية السهو وانا في الهويل الليل ذاتي مهولة منتقي عافية الصورة الجميلة وانا في تهوين تقتبي سبلة منتقي عافية الصورة الجميلة الزين يا الزين قل لي على شديك محنا الزين يا زين قل لي على شديك الفتنة يا رب الحنين انت اللي خلقتينا كنا مهنيين حتى الزين طلع لينا ما كان من يرجى فينا والناس نايمين النار كتروم فينا عين النايمين وش فرحين شافوا فينا صرنا ملوحين حتى صينا ذوينا الزين يا زين قول لي على شديك ابتدى زين يا زين قول لي على شديك محنا
خايبين الزين سلبهم بالحيل عادوا عصيين ما لقاو لهم حتى سين ننسى الوالدين جميع اللي كانوا لينا مكتوب في الجبين جميع ما يوقع فينا الزين يا الزين قولي على جديك الزين يا الزين قولي على جديك ولهاش بحنين هذا واش قالوا فينا ناس طاقين الزين الروح ما بقات زين الزين يا زين قولي على شديك احنا الزين يا زين قولي على شديك احنا جايين كلوان لوان من كل مكان يا سيدي عبد الرحمن جايين قصدين الخير كبير وصغير جايين عندك في رحبة نزور القبة قاعدين عزب وعزبة بدنا نقسان جات البنات تزوج شفوف صفوف صفوف قلوبهم مساكن مخطوف فوق الشبان جايين كلوان لوان من كل مكان يا سيدي عبد الرحمن جايين كلوان لوان من كل مكان يا سيدي عبد الرحمن فكراني مهموم يبليك بالصهد النيراني ذوقيني عدلني مغروم شوفي وين حبك رماني حرض بإخوانا ملموم ظروفي ليلة في مكاني عارفي عداك بالمعدوم
تجفيني وتنساني تشتا وتدريا تفرح قوية عندي صغيرة كماني والكتبتنا جديد جديد عندي صغيرة جديد زاوية وليدة العاصمة أنا يا معكم قعدات حلالي ديما أنا يا معكم قعدات حلالي ديما المل عن بيس الغنى هكا بني واللي كتبتنا جديد عن بيس الغنى جدبة لازم بهجة معاكم القلب فاجة والمثل يقول بعد الشدة تجي الفرجة المثل يقول بعد الشدة تجي الفرجة المال عن بيس الغنى هكا مالي والكتبة تنادي جديد عن بيس الغنى صلي وعلى رسول الله يا عباد صلي وعليه وزيدوا يا عباد صلي وعليه وزيدوا المال عن بي صلينا هكا مالي والكتبة تنادي وجديد عن بي صلينا سرجوا لي عودي وعطوا له القرص سرجوا له عودوا وعطوا له القرص سرجوا عودوا وعطوا له القرص باش تركب عليه الطاوس هنا الهي خير مهنا طالع في العقبة والنار شعلة فيه دور بيها يا الشيباني دور بيها يا الشيباني دور بيها يا الشيباني دور بيها تخدم عليك وعليها هنا الهي خير مهنا طالع في العقبة والنار شعلة فيه سرجوا له عودوا وعطيوا له الليمة سرجوا له عودوا وعطيوا له الليمة سرجوا له عودوا وعطيوا له الليمة باش تركب عليه القيدة حليمة هنا الهي خير مهنا طالع في العقبة والنار شعلة فيه دور بيها يا الشيباني دور بيها يا الشيباني دور بيها يا الشيباني دور بيها تخدم عليك وعليها هنا الهي خير مهنا طالع في العقبة والنار شعلة فيه سرجوا له عودي وعطيوا له الجامو سرجوا له عودوا وعطيوا له الجامو سرجوا له عودوا وعطيوا له الجامو باش تركب عليه القيد امامه هنا الهي خير مهنا طالع في العقبة والنار شعلة فيه Merci beaucoup.
Merci. C'était Les Juifs d'Algérie, du décret Crémieux à l'exil. Une discussion avec Annie Cohen-Solal et Johan Sfar, accompagnée de l'ensemble de musique Shahabi, formé par Hassan Karbish, chant mandol, Farid Zebroun, banjo, Zohir Djemai, violon, et Youssef Kasbadji, percussion. Un podcast de la série Algérie-France, La Voix des objets, proposé par le MUSEM. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur musem.org. À bientôt.